si vous voulez bien vous réinstaller, on va reprendre tranquillement. Messieurs, dames. Alors, pour la seconde partie de cet après-midi, je vais inviter quelqu'un qui va nous apporter un point de vue qui est original, pour dire le moins. Il est chercheur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il a enseigné à Sciences Po. Et il a développé une théorie selon laquelle l'Internet devrait être regardé comme un espace. Donc c'est en quelque sorte une relecture spatiale de l'Internet. Je pense qu'il l'expliquera beaucoup mieux que moi. Et j'aimerais donc l'inviter à venir me rejoindre, Monsieur Boris Baud. Je vous remercie. Je remercie aussi les organisateurs de ces 2 jours d'avoir consacré du temps autour de cette question délicate et d'actualité. Merci aussi de m'avoir convié pour donner mon propre point de vue sur le sujet. Alors, j'introduirai cette question de la relation entre spectre et innovation sur le fait que l'innovation, en fait, est en grande partie spatiale. Alors, je dis ça peut-être parce que je suis géographe, mais je pourrais travailler sur beaucoup d'autres choses, m'intéresser à beaucoup d'autres choses. Et finalement, il apparaît que l'innovation a une composante spatiale très très forte. Pour faire court, l'innovation, d'une certaine manière, c'est de l'altérité temporelle. C'est-à-dire, c'est une différence qui s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire une différence à venir qui n'est pas déjà là. Et l'altérité temporelle, on le sait, a besoin d'altérité présente. C'est-à-dire l'innovation a besoin finalement, pour émerger, eh bien, de faire se rencontrer les différences à un moment donné. Et c'est ce qu'on appelle, du point de vue de l'espace, l'ailleurs. Finalement, l'altérité spatiale, c'est l'ailleurs. Et les fréquences, eh bien, sont un moyen extrêmement puissant pour rendre l'ailleurs plus accessible. Et c'est en ça, il me semble, que les fréquences sont un moyen de l'innovation. Sur un temps relativement long, on s'est évertué justement à rendre la distance la moins pertinente possible. C'est évident lorsqu'on voit une route, mais lorsqu'on voit une route, on ne voit pas le ciel du même point de vue qu'on voit la route. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le ciel comme des routes immatérielles, des relations dans le monde de toutes parts. Et parce que ça ne se voit pas, eh bien, parfois on a du mal à réaliser justement le fait que c'est tout à fait réel, que c'est actuel et que c'est très important du point de vue de l'interaction sociale. Alors, pour reprendre ce qui a été dit pour m'introduire, eh bien, j'insisterai sur le fait qu'Internet n'abolit pas l'espace. Cette notion-là repose sur une conception matérialiste de l'espace qui n'a plus cours depuis le XVIIe siècle en philosophie et depuis le XIXe en physique. L'espace n'est pas matériel, l'espace c'est l'ordre des choses, c'est la façon dont les choses sont agencées entre elles. Penser que l'espace est ce qui est situé empêche en fait de penser le monde qui advient, Internet, les pratiques qui ont lieu, qui sont tout à fait réelles, et c'est le risque de déréaliser aussi ces pratiques. C'est-à-dire lorsqu'on parle de vie réelle en opposition à Internet, eh bien finalement on déréalise les pratiques qui ont lieu sur Internet, et c'est assez risqué pour prendre la mesure des enjeux et du potentiel comme des risques de ce qui advient sur ces espaces. Alors par exemple, pour faire court aussi, Wikipédia, Google Art Project, Amazon, Facebook, tous ces espaces, on peut les considérer comme des espaces réels. En fait, rien ne nous en empêche, dès lors qu'on n'a pas une conception matérialiste de l'espace. Des choses ont lieu, des relations se créent, des transactions se font, des relations sociales se créent, et il n'y a finalement pas tellement d'intérêt à parler de virtuel, si ce n'est en tant que potentiel. Il y a des choses possibles sur ces espaces, mais aussi bien que dans cette salle ou dans une ville. Par contre, les réalités matérielles, elles, résistent en fait au mouvement, résistent à cette tendance. Tout ne se dématérialise pas. Le matériel reste une composante très importante de nos existences. Notre propre corps, par exemple, ne se déplace pas facilement. Et du coup, il y a une articulation, des arbitrages en permanence par tout un chacun, en fonction de ce qui est possible à un moment donné,
pour agir, pour interagir et pour produire. Et l'innovation se situe dans ce contexte, c'est-à-dire qu'en permanence, en fonction de ce que l'on souhaite faire, eh bien, on va arbitrer entre la densité, la diversité, le transport, le déplacement et la transmission, les moyens de transmission. Et les moyens de transmission sont relativement récents. Internet, dans son usage, disons très très large, a à peine 20 ans, et on s'inscrit là dans une dynamique d'innovation très très forte, qui change profondément l'espace, c'est-à-dire qui réorganise la réalité à un moment donné, c'est-à-dire l'accessibilité des choses, et donc toute cette problématique de l'ailleurs que j'ai évoquée en introduction. Il y a 2 points de ce point de vue-là qui vont être importants. C'est d'une part le fait que les espaces, l'infraurbain, par exemple, les espaces les moins denses, eh bien, du point de vue de ce qu'on pourrait appeler la synchorisation, c'est un néologisme que je propose comme pendant spatial de la synchronisation, c'est-à-dire la façon de créer un espace en commun, eh bien, l'infraurbain est relativement démuni. C'est-à-dire que cet espace-là a peu de densité, peu de diversité, très peu de moyens de déplacement et des moyens de transmission qui sont relativement faibles aussi. Et sur la problématique du spectre, eh bien, on a cette idée que le spectre est un grand potentiel pour ces espaces-là, puisque le coût de diffusion de la technologie, finalement de la technique spatiale, est relativement moindre. Et ça se traduit par des pratiques parfois étranges, j'y reviendrai par la suite. La ville, en revanche, c'est un espace, toujours pour reprendre ce terme de synchorisation, qui est très très puissant, puisque la ville a à la fois la densité, la diversité, des moyens de déplacement extrêmement puissants et des moyens de transmission extrêmement puissants. Et ce que je voudrais dire de ce point de vue-là, c'est que souvent on peut penser que c'est parce qu'il y a les moyens qu'il y a les pratiques. Mais on peut articuler ça comme une synergie, à savoir que les pratiques urbaines, en fait, sont des pratiques qui mobilisent énormément d'informations, énormément d'interactions sociales, et les études en sciences sociales le montrent. Les personnes qui ont la vie sociale territoriale la plus riche ont aussi la vie sociale numérique la plus importante aussi. Par ailleurs, je voudrais aussi insister sur le fait que tout n'a pas besoin de très haut débit. Du point de vue de l'innovation, eh bien, l'essentiel des innovations récentes en matière de numérique, telles que Wikipédia ou plus récemment le crowdfunding, ou Google Maps dans certaines pratiques de mobilité qui a changé la façon de se situer, d'avoir une appréhension de notre environnement, exigent des débits relativement limités. Et sur des études d'usage, ça a été évoqué ce matin, le très haut débit, c'est essentiellement de la vidéo, et de la vidéo avec des qualités qui s'incrémentent de plus en plus. Donc il faut savoir, dans un projet de société, quel est l'enjeu en fait, finalement, de la vidéo parmi toutes les pratiques sociales existantes, et est-ce qu'il faut calibrer l'ensemble de la société et du territoire en termes de dispositifs techniques autour d'une pratique qui est marginale mais qui consomme l'essentiel de la bande passante. Deuxième point, je parle du changement de l'espace. L'espace a changé, c'est-à-dire qu'avec Internet, manifestement, on a réorganisé la capacité qu'on a d'agir, d'interagir en un temps donné. Et l'idée, c'est que, en fait, ce changement change la société. Parce que si on change le lien social, si on change les modalités pratiques de l'interaction sociale, eh bien, c'est toute la société qu'on change, et ça se traduit par, entre autres, une circulation de l'information beaucoup plus grande. Ça fait l'actualité sous des thèmes extrêmement variés, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Mais ce que ça change, c'est le où, par exemple, c'est-à-dire la capacité à saisir l'altérité, à savoir où elle se trouve. L'ici, c'est-à-dire la capacité à la faire venir à soi-même, individuellement et collectivement. C'est-à-dire la capacité à s'exprimer individuellement de façon plus puissante et collectivement aussi à s'organiser de façon plus effective. Alors on parle souvent de l'intelligence collective, bon, ce terme est un peu abusé, mais on pourrait dire que l'intelligence devient plus collective, c'est-à-dire qu'il y a une capacité précisément à faire émerger des collectifs, des choses innovantes, mais pas seulement. Là-dessus, j'espère qu'il en sera question, mais c'est essentiellement un moyen de l'interaction, et toutes les interactions ne produisent pas que des choses vertueuses, mais en tout cas, l'intelligence peut être plus collective et la capacité peut être plus distribuée. C'est politiquement un peu moins correct, mais c'est l'idée, on le sait même pour Wikipédia, qu'il n'y a même pas 1/10 des usagers qui produisent, on est sensiblement plus dans les 1/100 millième pour l'ensemble des utilisateurs, et il faut prendre la mesure que finalement, même si peu contribuent, ce qui change, ce n'est pas le fait qu'ils soient peu nombreux, on pourrait dire finalement il y a peu de monde toujours qui produisent, c'est qu'on ne juge pas a priori de qui va produire et de où va émerger l'innovation. Et ça, il me semble que c'est un des leviers les plus puissants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on étend les moyens de connexion, d'organisation et d'expression, eh bien, on rend plus facile l'émergence d'innovation de toutes parts, sans devoir juger a priori de qui est apte, qui est compétent pour faire émerger cette innovation.
Par contre, cette double évolution, eh bien, elle se traduit par une résistance des lieux territoriaux qui doivent se situer. J'entends par lieux territoriaux ces espaces comme cette salle où les corps sont engagés, où on fonctionne par contiguïté, par proximité. Je parle des écoles, je parle des musées, je parle d'un hôpital, d'un cabinet de médecins. Eh bien, on voit comment ces espaces sont tiraillés actuellement, comment chacun essaie de se resituer, de repenser sa fonction. Qu'est-ce qu'une école lorsque l'information circule? Est-ce que sa fonction, c'est pas aussi d'accueillir des adolescents, de les encadrer, de les stimuler et aussi de transmettre des connaissances? Mais on voit bien qu'il est difficile de résumer dans ce contexte-là l'école à un simple lieu où on transmet des connaissances, mais on voit bien qu'il y a un enjeu beaucoup plus large et il n'est pas évident que si chacun est chez soi derrière son ordinateur, eh bien, la transmission, bien qu'elle soit possible, se fasse réellement. Par ailleurs, on voit que ce changement d'espace se traduit par de nombreux changements dans la société assez profonds, comme sur la propriété, par exemple, sur l'expertise, sur la vie privée, ça a été évoqué, je serai un peu plus pessimiste en la matière, sur la sécurité, sur notre capacité à avoir une maîtrise de notre propre environnement, et sur la centralité aussi, c'est-à-dire l'émergence d'acteurs extrêmement puissants qui, par les propriétés de la connexité, eh bien, atteignent une centralité à l'échelle mondiale et une centralité des pratiques. Ça a été évoqué aussi ce matin, c'est-à-dire certaines entreprises privées finalement ont actuellement une connaissance des pratiques individuelles qui ferait rêver l'essentiel des renseignements même des États-Unis, puisque ça reste quand même relativement difficile de travailler les données au niveau très fin, même pour les renseignements, même s'il y a beaucoup d'informations. Google le fait en permanence à un niveau extrêmement fin et à une connaissance des pratiques individuelles très très importante. Du coup, je voudrais insister, dès lors qu'on accepte l'idée que ces espaces sont tout à fait réels, eh bien d'en comprendre l'architecture, de la prendre au sérieux, de se rappeler qu'ils sont construits, qu'il n'y a pas de transcendance, que toute l'émergence de ces centralités comme Facebook ou autres, eh bien elles viennent de moments où il y a eu cette idée de produire un espace. Cet espace a eu du succès, il a été approprié, il se diffuse. Mais il est construit avec des valeurs, il est construit avec des principes, avec une architecture de l'interaction, de ce qui est autorisé à faire ou pas. On voit les problèmes que ça pose en termes de gouvernance mondiale, puisque les valeurs sont inégalement partagées. Donc les valeurs sur ce que l'on a droit de faire ou pas peuvent poser très vite problème sur des espaces qui fonctionnent à l'échelle mondiale. Ce qu'il faut penser de ce point de vue-là, donc, c'est en fait comment penser les modalités pratiques de l'interaction dans cet environnement renouvelé. Et comme je l'ai dit, ça va relativement vite. On en prend la mesure, il y a de plus en plus d'événements comme celui-ci où on discute autour de ces questions, mais les défis sont assez importants. Je pense que de ce point de vue-là, il y a des espaces à inventer, bien entendu, mais une société aussi. Le droit, en l'occurrence, a toujours été un moyen de s'adapter aux pratiques. Il est rarement à l'amont des pratiques, les pratiques changent et on doit se poser la question de comment réguler les pratiques autrement. Alors je terminerai sur ce que j'appellerais la politique du spectre. Quelques suggestions, alors je serai très prudent. C'est moi ma spécialité, sont là vraiment des questions de novice, des questions d'une personne extérieure qui s'intéresse à l'espace et qui, en regardant la façon dont se déploient les problématiques des fréquences, eh bien, n'est pas très à l'aise avec quelques points. En l'occurrence, je pense qu'il faut considérer les territoires, mais aussi les individus. Un point qui est très connu, qui a été évoqué aussi ce matin, tout à l'heure, c'est sur les touristes. Il y a plus de touristes en France que d'habitants, mais le touriste en France, du point de vue du spectre, est largement handicapé dans son interaction sociale. Par ailleurs, quand je dis des territoires et des individus, c'est que les individus, on le sait, sont concentrés finalement dans très peu d'espace. Est-ce qu'on aurait idée de mettre des autoroutes partout, de mettre des bretelles d'autoroute à chaque pas de porte? Je ne le crois pas. Pour autant, pour les politiques du spectre et du numérique en général, on l'envisage. Il faut aussi considérer les individus, mais aussi les pratiques. Je l'ai évoqué pour le très haut débit. Si on veut mettre des autoroutes, c'est pour quoi faire, à quoi ça va servir, à quelle pratique. Donc de discuter à l'enjeu réel de ce déploiement, à savoir en quoi ça va être innovant, en quoi ça ne va pas l'être et à partir de quel débit ça fait sens. La question de la multiplication des infrastructures, même immatérielles, alors ça c'est une question moi qui m'intrigue. On n'aurait pas idée de faire des autoroutes parallèles. Bien entendu, c'est immatériel, donc on a tendance à le faire de façon beaucoup plus évidente parce que ça ne se voit pas d'une part et ça coûte moins cher d'autre part. Mais d'un point de vue de l'efficience, entre autres économique, si ce n'est de juger que sans concurrence, les gens ne travaillent pas, je trouve que c'est le seul argument valable. Et à partir jusqu'à quand, eh bien, cet argument va être tenable dès lors que les enjeux sont de plus en plus importants et que le coût est de plus en plus élevé.
Je questionne aussi la raison pour laquelle on vend extrêmement cher, a priori, l'usage des fréquences, c'est-à-dire de faire payer très très cher pour après déployer des infrastructures. En termes de politique, je trouve ça aussi relativement étrange. Mais par ailleurs, il me semble que l'enjeu, c'est d'assurer la continuité des pratiques numériques, c'est-à-dire des routes partout. Cette métaphore est encore légère, mais il n'y a pas que les autoroutes. Et s'assurer au moins qu'il y a un minimum garanti plutôt qu'un maximum théorique, ça me semble être un enjeu beaucoup plus important et un enjeu aussi en ville. C'est-à-dire que la ville, parce qu'il y a énormément d'utilisateurs, eh bien dans certains endroits où à des heures de pointe, la connexion est vraiment mauvaise. Et la 4G, pour l'instant, a des débits qui sont tout à fait corrects. Mais lorsqu'il y aura énormément de dispositifs et des pratiques qui utiliseront beaucoup de vidéos en haut débit, on verra le débit effectif pour les utilisateurs. Et donc, enfin, une politique assumée de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire, mais c'est déjà le cas avec le 10 ans de numérique, c'est toujours pensé, mais vraiment, je dirais, que ce soit complètement assumé et avec une anticipation très très grande, c'est-à-dire de se poser dès à présent la question de la 3G, la TNT est aussi, à mon sens, quelque chose de curieux, puisque l'essentiel de la télévision passe maintenant par Internet, et donc ça utilise des plages de fréquences, ça a été évoqué. On voit bien comment il y a, même en Angleterre actuellement, un débat sur les interférences, même à 800, il n'y a pas que le 700 qui pose problème, même juste sur ce qui chevauche. Je terminerai, pour conclure, sur finalement le fait que cette politique du spectre, c'est un enjeu majeur de l'aménagement du territoire, mais aussi de l'espace, de tous les espaces, c'est-à-dire des moyens de l'interaction contemporaine, et qu'on devrait se poser la question de l'usage de chaque mégahertz, voire de chaque hertz. Je vous remercie. Merci. Merci Boris. Une très bonne transition sur la table ronde suivante avec ces questions de comment déployer, où en priorité, puisqu'on va parler donc fréquences et territoires, faciliter le déploiement des réseaux pour apporter de nouveaux services. C'est le thème de la table ronde suivante et j'inviterai les panélistes à venir s'installer avant de les présenter. Bienvenue à vous tous. Donc, dans l'ordre, vous aurez tout à l'heure l'introduction de Madame la députée Corinne Herel, qui est députée des Côtes-d'Armor. À sa gauche, vous avez Monsieur Michel Azibert, qui est directeur général délégué de Telsat. Monsieur Rémi Bastien, qui est directeur Engineering Innovation chez Renault. De SFR, vous avez Monsieur Olivier Henrard, qui est secrétaire général. Maxime Lombardini, qui est directeur général d'Iliad. Et la personne que j'ai sauté très impoliment dans les présentations, c'est Monsieur Enguerrand-Renaud, évidemment, qui est du Figaro et qui va modérer cette table ronde. Monsieur Eric Scherer, directeur prospective, stratégie numérique, relations internationales et nouveaux médias, de France Télévisions. Et Monsieur Robert Vassoyan, qui est directeur général chez Cisco France. Alors, Hakim Oural, qui est conseiller communautaire en charge de l'économie numérique de la ville de Lille, devait être avec nous et il vous présente ses excuses puisqu'il a un problème de train. Enfin, on a quand même un beau line-up. Enguerrand, je te cède la parole. Et on va démarrer donc avec l'introduction par Madame la députée Corinne Herel. Merci Marie. Madame la députée, si vous voulez introduire le débat, je vous en prie. Alors, je le fais de ma place, oui. Bon. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Donc, je suis députée des Côtes-d'Armor et membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée et m'occupant plus particulièrement des sujets numériques et télécoms au sein de cette commission.
Donc pour moi, le numérique, l'ensemble de ces applications, c'est avant tout un enjeu d'aménagement du territoire, un enjeu économique, un enjeu industriel et bien évidemment également un enjeu d'égalité du citoyen face à ces nouvelles technologies. Alors la question des fréquences est bien évidemment une question clé dans la mise à disposition et le développement à la fois de nouveaux services et de nouvelles applications pour les citoyens, et c'est tout le potentiel de ce que l'on appelle la révolution numérique, transformation de la vie quotidienne de chacun, transformation des organisations, transformation des modèles économiques. Et avec une volonté, l'aménagement du territoire est un point extrêmement important, notamment en règle générale, à la fois bien sûr pour les citoyens, mais c'est un sujet qui revient régulièrement dans nos discussions à l'Assemblée nationale. Alors avec cela a été dit également tout à l'heure, il ne se passe pas une réunion sans qu'on nous questionne en tant qu'élus sur les notions de taux de couverture, notamment soit en très haut débit ou en haut débit fixe et en très haut débit ou haut débit mobile, et avec parfois des contradictions des citoyens, c'est-à-dire avoir le taux de couverture maximale et avec un certain nombre de craintes également face au champ des ondes électromagnétiques que les opérateurs également connaissent bien dans la pratique de tous les jours. Toujours est-il que, pour moi, je considère, et je l'ai toujours dit, qu'on dispose avec le numérique d'un formidable espace d'innovation. Et cela suppose derrière, si l'on veut continuer à pouvoir développer des services de plus en plus innovants au service des territoires, au service des citoyens, que l'on dispose, pour ce qui est des applications mobiles en tout cas, de débit à la fois suffisant et bien évidemment croissant. Cela a été dit tout à l'heure. Nous avons des explosions à la fois des usages, du trafic mobile, avec des estimations d'un trafic mobile multiplié par 12 d'ici à 2018 environ, selon certaines sources, ce qui veut dire aussi derrière que le citoyen, il est en attente quand il veut avoir accès à un service, d'avoir un confort d'utilisation maximal et une qualité de service optimale, qui sont également importants. Ce qui veut dire également, et c'est un point que j'ai eu l'occasion déjà à plusieurs reprises de le dire, que ce n'est pas seulement tant la vitesse de connexion qui est importante, mais c'est également les services que l'on associe, la qualité de service également, et ça a été très bien dit par le précédent intervenant. Pourquoi ces services? Quelle est effectivement leur plus-value dans la vie quotidienne de chacun? Et puis, on a effectivement à gérer l'explosion du trafic mobile, mais également les attentes d'autres acteurs, et notamment les acteurs de l'audiovisuel. Et pour nous, députés, on a un certain nombre, on est intervenu dans le précédent dividende numérique sur la bande des 800, et le sujet qui fait l'actualité avec un article dans un grand quotidien aujourd'hui, qui est la fameuse bande des 700. Alors là, en tant que parlementaire, on doit essayer de regarder le juste équilibre entre un certain nombre d'intérêts, à la fois les besoins bien évidemment de l'audiovisuel, mais également, ce que je disais, un développement et une demande croissante de services à la population au territoire, que ce soit, alors on parle ici de villes numériques ou de territoires également numériques, que ce soit dans les transports intelligents, que ce soit dans des fonctions, par exemple sur l'accessibilité, que ce soit des fonctions par exemple pour développer le tourisme. On peut également en avoir sur les économies d'énergie, qui sont des vecteurs de croissance également importants. Il faut également combiner les enjeux d'aménagement du territoire, parce que la demande est importante partout sur le territoire, mais également l'équilibre économique de l'ensemble des acteurs, les capacités d'investissement des acteurs ou opérateurs susceptibles d'acquérir ces fréquences, et bien évidemment la logique également patrimoniale de l'État.
Alors la question des fréquences et du spectre est souvent une question importante qui fait beaucoup couler d'encre parfois. Ça a été l'occasion sur les conditions et l'attribution des licences 4G par exemple. Ça a été également dernièrement avec le refarming autorisé sur le 1800. Et puis, on a également des discussions au niveau européen avec une commissaire européenne qui a souligné, on va dire, les insuffisances d'efforts de l'Europe dans la libération du spectre large bande. Et puis, des mesures également qui sont prises, par exemple aux États-Unis, avec une libération accrue des fréquences radio pour justement répondre aux besoins croissants des usagers sur les terminaux mobiles connectés. En dehors, bien évidemment,